La décision, qui marque une escalade dramatique dans la procédure judiciaire en cours contre le magnate du divertissement Sean Diddy Combs, découle d'un nouvel élément de preuve, un mémo vocal crypté, qui aurait été enregistré par Twitch quelques semaines seulement avant sa mort prématurée en décembre 2022. Le mémo, rendu public pour la première fois hier au tribunal, a le potentiel de transformer ce qui a longtemps été accepté comme un suicide tragique en quelque chose de beaucoup plus complexe et potentiellement criminel. Les répercussions ont été immédiates. Les équipes juridiques se sont précipitées. Les journalistes ont été évacués de la salle d'audience, puis, quelques instants plus tard, réadmis. Le juge, arborant un calme solennel, presque surnaturel, n'a mis que quelques minutes à autoriser un mandat d'arrêt fédéral contre l'une des personnalités les plus influentes de la télévision. Mais qu'a révélé exactement l'enregistrement? Et comment cela a-t-il conduit à Hélène? Rembobinons. Ce n'est pas un hasard, ce sont les 4 premiers mots prononcés par Twitch sur le mémo. Son ton était calme, délibéré et empli de la résignation de quelqu'un à qui il ne restait plus que la vérité. Je ne sais pas qui entendra ça, a-t-il poursuivi, mais s'ils me trouvent, s'ils disent que c'était un suicide, non. Ce n'est pas un hasard. C'est ce que je sais, ce que j'ai vu. Ce qui a suivi n'était pas une explosion, mais une hémorragie lente et suffocante ou une carte verbale décrivant, étape par étape, la dépression, la paranoïa et les fêtes. Des fêtes pas ordinaires. Mais ceux qui ont commencé bien après minuit. Dans des pantousses d'hôtel, réservées sous de faux noms et des sociétés écrans. Le genre de fête que Diddy, actuellement jugé pour complot et trafic, aurait financé, orchestré et protégé. Je suis allé avec Hélène, a déclaré Twitch sur la bande. Elle m'a dit de sourire. Elle a dit que tout le monde dans cette pièce était en sécurité. Mais je ne me sentais pas en sécurité. J'avais l'impression d'être surveillé. Sélectionné. Sa voix n'a tremblé qu'une seule fois, dit-il. Elle n'a jamais utilisé le mot « chantage ». Mais elle n'en avait pas besoin. Stephen, Twitch, boss, adoré depuis des années le Hélène DeGeneres Show, a été pleuré publiquement dans le monde entier après sa mort. Veillé aux chandelles. Hommage de célébrité. Une vague de chagrin sur les réseaux sociaux. Les rapports officiels parlent de suicide. Une note a été trouvée. Mais le contenu n'a jamais été entièrement publié. Les autorités ont seulement déclaré qu'il s'agissait de « lutte personnelle ». Mais hier, alors que le tribunal écoutait le mémo, mot par mot douloureux, une image différente a commencé à se former. Dans l'enregistrement, Twitch parle d'un malaise croissant. Comment son rôle public l'a entraîné dans des cercles exclusifs. Des chambres où rien n'était ce qu'il semblait être. Il n'a pas donné de nom, juste des initiales, des titres vagues. Et S. Et un producteur milliardaire avec une maison sur la côte est. Mais plus important que les noms étaient les modèles. Appels nocturnes provenant de numéros bloqués. Demandes urgentes de présence à des événements privés. Accords de confidentialité signés sans lecture. Et un dernier avertissement effrayant. Si quelque chose arrive, ne regardez pas seulement Diddy. Pendant des années, Hélène DeGeneres a été un phare culturel. Comédien. Pionnier. Défenseur de la gentillesse. Mais les fissures ont commencé à apparaître en 2020. Des dizaines d'anciens employés l'ont accusé d'avoir favorisé un environnement de travail toxique. Intimidation. Racisme. Elle s'est excusée publiquement. Les audiences ont chuté. Mais la marque a survécu, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, la marque est confrontée à quelque chose de complètement différent, un règlement de compte. L'audio ne présente pas Hélène comme une spectatrice. Cela la place directement dans l'espace où Twitch se sentait le plus en danger. J'étais avec elle, dit-il. Elle m'a dit que tout allait bien. Mais je pense qu'elle le savait. Je le fais vraiment. Depuis que la bande a été diffusée, plusieurs anciens membres de l'émission se sont manifestés anonymement. Ils affirment qu'on leur a dit de ne jamais poser de questions sur les liens personnels d'Hélène avec certaines personnalités de l'industrie, dont Diddy. D'autres ont parlé d'une atmosphère de surveillance et de contrôle, à la fois pendant la période de pointe de l'émission et longtemps après son annulation en 2022. Le juge Harrison Tren, habitué aux affaires très médiatisées, n'a pas agi à la légère. Les archives judiciaires montrent que même avant que l'enregistrement ne soit révélé, les agents fédéraux retraçaient déjà les transactions financières et les journaux de voyage. Tous les signes menaient à Hélène. Au jet privé.
aux événements secrets organisés par Didi entre 2019 et 2021. Deux de ces événements correspondent aux témoignages de témoins concernant les soi-disant « after rooms », des espaces fermés au monde extérieur. Personnel en rotation horaire. La sécurité est externalisée auprès d'entreprises tierces sans affiliation. Lors d'un de ces événements, Twitch aurait été invité par Hélène elle-même. Un visage amical, avait-elle dit. Mais ce n'était pas comme dans la série. Elle n'était plus la même. Alors que la nouvelle du mandat se répandait, l'opinion publique s'est effondrée. Certains ont défendu Hélène, soulignant ses années de philanthropie. D'autres se sont tournés vers les réseaux sociaux sous le hashtag Justice pour Twitch, appelant à la responsabilité, non seulement de sa part, mais de toute une industrie qui se protège derrière la célébrité et l'influence. Au moment de la rédaction de cet article, l'équipe juridique d'Hélène nie toutes les allégations. Aucune arrestation n'a encore été effectuée. Mais des sources affirment que les autorités se rapprochent. Et sous tout cela, une vérité effrayante demeure. L'homme qui a dansé pour des millions de personnes est peut-être mort en essayant de dire quelque chose que personne ne voulait entendre, jusqu'à maintenant. Cette vérité nous conduit à la prochaine révélation explosive dans cette affaire en cours de dénouement. Nous retournons à la salle d'audience. Jour 2. Moins de 24 heures après que le juge Traîne a émis le mandat d'arrêt contre Hélène DeGeneres, l'accusation a agi rapidement. Ils ont présenté de nouvelles preuves, directement liées au mémo vocal original. Il ne s'agissait pas seulement de ce que Twitch disait. Il s'agissait aussi de ce qu'il avait laissé derrière lui. Pour la première fois, le tribunal a entendu un deuxième enregistrement. Intitulé simplement « Version finale 4e ». Les experts ont confirmé que cela avait été fait 3 jours avant sa mort. Le ton avait changé. Ce n'est plus une confession. C'était un au revoir. J'ai essayé de te croire. Je l'ai vraiment fait. La voix de Twitch s'est brisée. Tu as dit que c'était normal. Que les gens qui parlent trop disparaissent parce qu'ils le veulent. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Je sais ce que j'ai vu. Je sais qui était là. Si vous écoutez ceci, c'est trop tard. Et avec ça, l'atmosphère s'est brisée. Parce que ce n'était pas seulement la voix. C'étaient les détails. Date. Emplacement. Numéro de vol. 2 d'entre eux correspondaient à des dates de fête confirmées liées à Sean Diddy Combs. Et on a placé Hélène directement là. Les enquêteurs ont retracé le jet privé d'Hélène jusqu'à Los Angeles pour les 2 week-ends en question, le 11 décembre 2021 et le 9 avril 2022. Son emploi du temps public, quant à lui, l'indiquait soit comme « en vacances », soit comme « travaillant à distance ». Le personnel de l'hôtel Island Bistro a confirmé qu'une suite Pentouse avait été réservée sous un pseudonyme lié à l'une des sociétés écrans d'Hélène. Cette suite, au même étage que l'événement Didi. La même nuit. Même silence. Encore plus accablant, de nouveaux journaux d'invités, jamais rendus publics auparavant, ont répertorié Twitch lui-même comme « divertissement ». Un détail désormais confirmé par des sources au sein de l'enquête fédérale. On nous a dit plus tard, nous suivions Didi, nous ne nous attendions pas à ce que le nom d'Hélène apparaisse, mais les traces écrites sont trop claires pour être ignorées, et puis il y a Alison Ulker, la veuve de Twitch. Jusqu'à présent, le public la voyait comme une mère endeuillée, subissant une perte inimaginable. Mais après que l'accusation a révélé des documents financiers scellés, une nouvelle hypothèse troublante est apparue. Alison avait accepté un paiement d'une entité de divertissement non identifiée quelques semaines seulement après la mort de Twitch. Ce paiement a été officiellement qualifié de « distribution de patrimoine » pour un montant total de plus de 3,2 millions de dollars. Interrogé, son porte-parole a parlé d'un paiement structuré, lié aux revenus résiduels et à la gestion du patrimoine. Mais des experts juridiques ont rapidement exprimé de sérieuses inquiétudes. Personne ne paie 3 millions de dollars de revenus résiduels, sauf pour obtenir le silence, a déclaré Ria Ban, avocate spécialisée dans le divertissement. Ce montant est un gage de silence avant même un procès. Le tribunal a désormais assigné à comparaître toutes les communications entre Alison et son avocat, de novembre 2022 à mars 2023. Face à ces révélations, d'anciens employés de l'Hélène DeGeneres Show ont commencé à rompre les rangs. 3 anciens producteurs, s'exprimant sous couvert d'anonymat, ont décrit des schémas inquiétants et constants, conversations interdites concernant des invités privés, mentions récurrentes d'after-party où l'équipe était explicitement priée de ne pas poser de questions, et une culture omniprésente où le silence faisait partie intégrante du travail. L'un d'eux a raconté un moment glaçant lors de la dernière saison de la série.
Twitch était arrivé tard un matin, inhabituellement silencieux, et était assis, les yeux rivés au sol. Hélène lui a demandé gentiment « Ça va ?» Il a répondu par une phrase obsédante « Ça dépend de qui regarde ». Les archives judiciaires confirment que Twitch a laissé derrière lui 3 fichiers audio. Le 3e fichier, à ce jour, n'a toujours pas été lu. Son titre, « S'ils disent que j'ai abandonné », le juge Train a déclaré que le dossier sera admis en preuve une fois que sa pertinence et son authenticité seront confirmées. En attendant, les spéculations vont bon train. Les métadonnées confirment que l'enregistrement a été effectué 12 heures seulement avant sa mort. Des sources proches de la famille affirment qu'il était stocké sur un disque dur protégé par mot de passe, récemment consulté par des experts judiciaires. Le FBI a classé son contenu intégral, mais 2 lignes retranscrites, divulguées par les enquêteurs, ont déjà secoué le public. « J'aimais ma famille, j'aimais danser, mais ils vont dire que j'ai abandonné, et c'est ce qui fait le plus mal. » Depuis que le mandat d'arrêt a été rendu public, il n'a fait aucune déclaration personnelle. Son équipe juridique a publié une déclaration officielle, qualifiant les accusations de « profondément erronées et totalement infondées ». Mais à l'extérieur de sa résidence de Montecito, le silence règne. Aucun mouvement. Aucune apparition publique. Aucun démenti de la part d'Hélène elle-même. Ce silence, autrefois sa signature, est désormais le son le plus fort qui résonne dans l'affaire. Le procès devrait reprendre lundi. Les procureurs demandent que le 3e mémo soit diffusé en audience publique. L'équipe juridique d'Hélène conteste son admission, invoquant des protections de la vie privée et des exemptions fondées sur des rumeurs. Pendant ce temps, l'Hélène DeGeneres Show n'est plus seulement un talk show annulé. Il est devenu un cas d'école sur la façon dont une image publique peut être déformée avant de s'effondrer. Steven, Twitch, boss est parti, mais sa véritable voix est enfin entendue. Et pour la première fois depuis des années, Hélène ne tiendra peut-être plus le micro. La réaction aux aveux d'Hélène DeGeneres n'a pas été un soulagement, mais une véritable consternation. Ces aveux, soigneusement construits, n'ont guère contribué à calmer la tempête. En quelques heures, les plateformes numériques ont explosé, exigeant une plus grande responsabilisation. Les gros titres sont devenus brutaux. Hélène admet sa culpabilité, mais joue le jeu du système. Ce soir-là, une foule s'est rassemblée devant les studios Warner Brothers. Ils ne protestaient pas contre une personne, mais pleuraient une illusion à laquelle beaucoup s'étaient accrochés pendant des années. Des pancartes disaient « Il a dansé pour qu'elle puisse sourire et tu as détourné le regard quand elle a pleuré ». Des bougies ont été allumées. Non pas au nom de la punition, mais au nom de la justice. Sur le plan judiciaire, les procureurs ont réagi rapidement. L'affaire a été recadrée, non pas comme un scandale people, mais comme une dissimulation culturelle. L'enquête s'est étendue bien au-delà d'Hélène et Didi, s'étendant aux écosystèmes qui ont permis au silence de prospérer pendant des années. Des agences artistiques, des dirigeants, des avocats spécialisés dans le divertissement et même des fonctionnaires municipaux ont été cités à comparaître pour témoigner en privé. Certains ont commencé à coopérer. C'est alors que de nouveaux documents ont fait surface. Cachés au plus profond des archives cloud de Twitch, ignorés à la fois par la famille et les autorités, se trouvait un dossier intitulé Contrat d'archives et qui à accent grave l'intérieur se trouvaient des accords de confidentialité scannés, des horodatages, des signaturés, peut-être le plus accablant, des échanges de courriers électroniques entre les participants à la fête et les publicistes, discutant de la manière de tourner l'histoire si Twitch s'exprimait un jour. Une ligne d'une adresse email temporaire à une agence de relations publiques disait « S'il divulgue quoi que ce soit, changez le discours et parlez de santé mentale. » On l'a déjà fait. La salle d'audience a cessé d'être un espace de verdict et a commencé à peler les couches durcies de l'armure sociale d'Hollywood. Et puis, un autre nom est revenu sur la scène, Didi. Discrètement, ces derniers jours, elle a déposé une requête par l'intermédiaire de ses avocats demandant l'immunité en échange de sa coopération. Son équipe juridique a fait valoir que, si elle organisait les fêtes, d'autres donnaient le ton et créaient les attentes. Implicitement, cela pointait du doigt d'autres personnes. Mais sa déclaration sous scellé, divulguée par des sources judiciaires, allait au-delà d'un simple rejet de responsabilité. Elle identifiait Hélène non seulement comme une assistante, mais aussi comme une recruteuse active. Les documents détaillaient le rôle d'Hélène dans la recommandation d'invités spécifiques, souvent issus de son entourage proche artistes, assistants, voire danseurs, en quête d'opportunités ou de faveurs. Un nom en particulier a été souligné par l'enquêteur Steven Boss. À ce stade, ce n'était plus une théorie.
Un cadre juridique commençait à se former autour de l'idée que Twitch avait été stratégiquement invité, manipulé, puis rendu vulnérable lorsqu'il en avait vu trop. Sur les réseaux sociaux, le ton a changé. Le soutien a cédé la place à la tristesse. La tristesse a cédé la place à la colère. Un hashtag mondial a explosé en quelques heures, il a essayé de partir. Alison Ulker, jusque-là soumise à la pression publique, a finalement rompu le silence. Non pas dans un studio de télévision, mais devant le palais de justice, entourée de ses avocats et de membres de la famille Boss. Elle a lu une simple feuille de papier. Il n'était ni brisé, ni trahi, ni déprimé. Il était désillusionné, a-t-elle déclaré. Il aimait la vie, mais pas celle qu'il était contraint de vivre en silence. Sa seule erreur a été de faire confiance à des gens qui prenaient sa gentillesse pour du consentement. Sa déclaration s'est conclue par une demande officielle d'enquête indépendante afin de déterminer si Steven Boss avait été contraint, menacé ou drogué durant les derniers jours de sa vie. La requête a été déposée plus tard dans l'après-midi. Et ce qui est venu ensuite a effacé toute ambiguïté restante. Des images de vidéosurveillance récupérées dans une suite d'hôtels précédemment liées à l'une des after-parties ont montré Twitch entrant, visiblement tendu, marchant aux côtés d'Hélène. Les deux hommes discutèrent brièvement dans l'ascenseur. Il n'y avait pas de son. Mais leur langage corporel en disait long. Il secoua la tête, son expression indéchiffrable. Elle fit un geste vers le bas, une supplication subtile. Il s'est détourné. Elle tendit la main et toucha son bras. Il s'est figé. La dernière fois qu'ils ont été vus ensemble en public, c'était 3 jours plus tard, souriant dans une publication légère sur les réseaux sociaux, célébrant la finale à venir de l'émission. Des experts en lecture labiale médico-légale ont été appelés pour déchiffrer les images muettes de cet ascenseur. Pour Hélène, qui avait déjà avoué sa complicité morale, entrer dans le domaine de l'implication criminelle marquait une ligne qu'elle jura de ne jamais franchir. Son équipe juridique a entamé des négociations discrètes, cherchant à obtenir une réduction de peine en échange d'une coopération totale avec l'enquête plus large. Derrière des portes closes, elle a commencé à parler, révélant des noms, des agences gouvernementales, des services de transport privés et des investisseurs silencieux. Et au milieu de ce dénouement, quelque chose d'inattendu a fait surface. Hélène avait enregistré une confession privée des mois avant que le scandale n'éclate. Il n'a jamais été publié. Il n'aurait jamais dû être sauvegardé. Mais il était caché sur un disque crypté, découvert seulement après une ordonnance de perquis. Citation émise par un tribunal. Le dossier s'intitulait « De manière obsédante, s'il demande ». Dans l'enregistrement, sa voix s'est brisée. Je lui ai dit que tout irait bien. Je lui ai dit d'arrêter de poser des questions parce que j'avais peur aussi. Je ne l'ai pas tué, mais j'ai fait en sorte que personne ne l'aide. L'enregistrement a été diffusé lors d'une séance spéciale à huis clos, loin des caméras et des journalistes, mais les ondes de choc ont résonné bien au-delà de ces murs. Les plateformes de streaming ont immédiatement suspendu plusieurs talk-shows dans l'attente d'examens internes urgents. Les sociétés de production se sont éloignées des stars autrefois appréciées. Des fondations portant le nom de célébrités ont présenté leurs excuses, admettant avoir fermé les yeux pendant trop longtemps. Le changement culturel n'était plus à l'horizon, il s'accélérait, il était inarrêtable. Et à travers tout cela, le monde a finalement entendu la voix non filtrée de l'homme qui avait passé sa carrière à danser pour les autres. Il n'a pas disparu. Il n'est pas tombé. Il se tenait droit et quand il parlait, les murs commençaient à se fissurer. Les jours qui ont suivi ne ressemblaient à rien de ce que l'industrie du divertissement avait connu auparavant. Ce n'était pas seulement un scandale. C'était un effondrement. Pas une annulation, mais une confrontation. Un démantèlement lent et douloureux de décennies de charme organisé, de contrats à toute épreuve et de déni institutionnel. Le public ne voulait plus d'excuses. Cela exigeait une transformation. Les répercussions n'ont fait que s'aggraver. Sous la pression croissante du public, le bureau du procureur de l'État de Californie a confirmé l'ouverture d'une enquête officielle sur l'utilisation d'accords de confidentialité coercitifs dans l'industrie du divertissement, en particulier ceux utilisés pour faire taire les employés de bas niveau, les sous-traitants et les artistes. Au centre de cette enquête se trouvait The Ellen DeGeneres Show, ses sociétés de production affiliées et plus d'une douzaine de listes d'invités liés à des rassemblements désormais célèbres connus dans les médias sous le nom de Midnight Floor. Au milieu de la tempête juridique croissante, le bilan personnel s'est aggravé. Alison Ulker, déjà aux prises avec le deuil et la surveillance incessante des médias, a révélé que sa famille avait reçu des menaces anonymes.
Ses enfants ont été retirés de l'école alors que des paparazzis campaient devant leur maison. Dans une déclaration conjointe avec son avocat, elle a demandé le respect de la vie privée, mais a émis un avertissement. Ceux qui veulent enterrer ça n'ont pas fini, a-t-elle déclaré. Ils ont perdu leur bouclier, alors maintenant ils s'en prendront aux témoins. Elle n'avait pas tort. En une semaine, 2 anciens assistants de l'équipe événementielle de Didi sont revenus sur leur déclaration. Un cas présumé d'intimidation. L'autre a disparu de tous les réseaux sociaux. Pendant ce temps, un puissant fixeur hollywoodien, dont on dit depuis longtemps qu'il est spécialisé dans le nettoyage des réputations, a été surpris en train d'effacer des références à des fêtes importantes et des photos d'invités de plusieurs serveurs en ligne. Lors d'un interrogatoire fédéral, elle a invoqué le 5e amendement. Et ce qui en est ressorti était effrayant. La vérité que Twitch avait passé tant de temps à essayer de révéler n'était pas seulement gênante. C'était dangereux. Et pourtant, des voix continuaient à se faire entendre. Une lettre anonyme est arrivée au palais de justice, oblitérée du Nevada, écrite à la main dans une écriture délicate et bouclée. Aucune adresse de retour. À l'intérieur, il racontait, avec des détails poignants, une fête de 2017. La victime anonyme, un jeune acteur. Les détails correspondaient aux enregistrements de Twitch, fenêtres occultées du Penthouse, remise obligatoire du téléphone portable, arrivée tardive, mais indication d'une pièce spécifique. La lettre se terminait par une seule phrase douloureuse. Je pensais que j'étais seul. Maintenant je sais que je ne le suis pas. La lettre, vérifiée par des analystes graphologiques et des métadonnées circonstancielles, est devenue un tournant. Cela a donné un poids indéniable à une peur croissante, que Twitch n'était pas le premier, et tragiquement, il ne serait pas le dernier. En réponse, une nouvelle commission indépendante a été formée. L'Artistic Integrity Review Board, une coalition d'experts juridiques, d'anciens artistes et de spécialistes des traumatismes, a pour mission de créer un système sécurisé et anonyme permettant aux victimes de partager leurs histoires sans crainte de représailles. Pour la première fois, il y avait un canal sûr. Et le déluge a commencé. Tant d'histoires ont afflué qu'une liste d'attente a dû être créée en quelques semaines. Quant à Hélène, sa voix disparut à nouveau. Cette fois, pas par choix. Elle a été placée sous le coup d'une ordonnance de bâillonnement après avoir été formellement accusée d'entrave à la justice et de complot criminel visant à supprimer des preuves. Mais ce qui a véritablement changé l'opinion publique n'était pas l'accusation elle-même. C'était l'audience de détermination de la peine. Au tribunal, Hélène n'a pas lu de script. Elle n'a pas amené son avocat pour parler. Elle s'est dirigée seule vers le micro, s'est arrêtée, a regardé la foule silencieuse et a dit : j'ai arrêté d'écouter alors que j'aurais dû commencer. J'ai ri alors que j'aurais dû demander. Et je porterai cela avec moi pour toujours. Pas de larmes. Aucune excuse. Juste une dernière phrase dévastatrice avant qu'elle ne soit discrètement escortée hors de la salle d'audience. Elle a été condamnée à 2 ans de liberté surveillée, un programme expérimental de responsabilisation combinant résidence surveillée, restitution financière aux victimes et coopération obligatoire aux enquêtes en cours. Certains l'ont qualifié de clément. D'autres ont déclaré que la justice avait finalement commencé à bouger. Mais pour ceux qui avaient aimé Steven Boss, cela signifiait quelque chose de plus profond. À l'occasion de ce qui aurait dû être le 42e anniversaire de Twitch, une commémoration publique a eu lieu dans le centre-ville de Los Angeles. Des milliers de personnes rassemblées sous un ciel ouvert. Les danseurs venaient de tous les coins de l'industrie. Certains ont joué sur de la musique qu'il avait contribué à produire. D'autres dansaient en silence, laissant leurs mouvements porter le poids de ce qui ne pourrait jamais être dit à voix haute. Allison est montée sur scène, non pas pour pleurer, mais pour parler. Il n'était pas un titre, dit-elle d'une voix inébranlable. Ce n'était pas un hashtag. Il était un père, un créateur, un ami pour beaucoup d'entre vous. Et aujourd'hui, nous dansons non pas parce qu'il est parti, mais parce qu'il a enfin raconté son histoire. Et le monde a écouté. De quelque part dans la foule, une voix s'éleva. Il n'a pas abandonné. Et puis c'est revenu, plus fort cette fois. Il n'a pas abandonné. Et la foule le répéta, ensemble, encore et encore. Il n'a pas abandonné. À ce moment-là, quelque chose d'irréversible s'est produit. Le récit a changé. Steven Boss ne sera plus considéré comme l'homme qui s'est effondré. On se souviendra de lui comme de l'homme qui s'est levé.